La question, c'est, OK, ça c'est des faits, des chiffres, des informations, mais que se passe-t-il pour ces personnes? Comment elles passent d'un état où elles ont une capacité de cultiver leur sol à une incapacité et donc de devoir trouver des nouvelles solutions de vie? Et ça, c'est une question, malheureusement, qu'on est en peine pour donner la réponse. Ça a été vrai, d'ailleurs, pendant la Covid-19, où on a toutes et tous vécu un basculement un peu similaire. Plus ou moins, on a tous vécu différemment, mais on a tous été un jour, le 16 mars 2020, capables d'aller partout, de vivre nos vies normalement, et soudainement, enfermés à la maison, plus pouvoir sortir, et puis tout ce qui en a suivi. Je ne vais pas vous faire le résumé, mais ce qui est quand même intéressant sur la crise de la Covid, c'est pour ça qu'elle nous a beaucoup intéressés en tant que chercheurs et qu'institut de recherche, c'est que c'était depuis très longtemps, c'est peut-être même d'ailleurs la première, depuis 60 ans, crise systémique, globale. Alors, quand on parle de crise systémique globale, on parle d'une crise qui touche l'ensemble des pans de la société, le travail, la famille, l'économie, la santé, bref, tout ce qui est le paramètre de vie, et ce, mondialement, et ce qui bascule le principe de crise. Parce que normalement, dans une crise, il y a quand même des concepts. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des plans crise, lorsque les gouvernements font des plans crise, lorsque Moho, qui est une entreprise, fait un plan crise, on paramètre la crise selon aussi les capacités de l'extérieur à nous aider lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'un tsunami balaye un territoire, on organise pour que les ONG, pour que les gouvernements puissent venir aider. Pour la première fois depuis très longtemps, on a une crise où on ne pouvait plus recevoir d'aide. On l'a vu avec les masques. Il y a quand même des gouvernements qui venaient voler des masques les aéroports aux autres gouvernements. C'est complètement unique, c'est tout à fait nouveau. Pourquoi on a détruit des masques? En 2012, on avait un stock de masques pour à peu près 2 mois de fonctionnement. En 2020, on avait un stock de masques pour 1 semaine de fonctionnement. Entre les deux, il y a eu une commission parlementaire qui a décidé un truc tout simple. C'est qu'on peut détruire les masques pour avoir 1 semaine de stock parce qu'avec une carte bleue, un bot de commande, on reçoit des masques en 3 jours. Mais personne n'avait pensé que tout le monde voudrait des masques en 3 jours. Et c'est ça, un basculement systémique, où soudainement, notre système de vie, notre système de fonctionnement n'est plus paramétré par rapport aux besoins qui est devant nous. Et c'est vraiment le travail qu'on mène, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce genre de crise, ce n'est pas tout à fait terminé. Alors la Covid, on commence gentiment à voir le bout, même si ce n'est pas vraiment fini. Mais enfin, voilà maintenant qu'arrivent forcément les nouvelles crises climatiques et les crises de l'écosystème en général, qui vont être bien réelles, on ne peut plus les nier. Les arrivées des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de vie. Alors ça peut être très positif, mais c'est forcément des changements profonds, parce qu'un changement n'est pas forcément négatif, il est un changement. Vous savez qu'il n'y a encore pas si longtemps, ça a complètement changé depuis 2015, mais jusqu'en 2014, l'événement le plus traumatisant, en tout cas le plus stressant d'une vie, quand on faisait des tests sur qu'est-ce qui stressait le plus les populations, c'était le mariage et l'arrivée du premier bébé. Donc, ce n'est pas négatif, mais ce sont des changements profonds qui imposent des nouvelles méthodes. Alors ça, c'est des changements positifs, mais bon, un changement, c'est un changement. Et évidemment, les sociétés sont en train d'évoluer profondément et de basculer dans des méthodes de fonctionnement complètement différentes. On était 1,2 milliard à peu près il y a une centaine d'années. On est aujourd'hui bientôt 8 milliards sur la planète. Ça, c'est des changements qui sont très rapides et qui font des bouleversements. Donc, ces 3 moments-là, environnement, technologie et société qui se collisionnent dans la transformation, vont impliquer, dans les années à venir, pas mal de transformations et de changements. Ça, c'est un constat. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait en tant qu'humain? Et ça, c'est vraiment le défi qu'on s'est donné avec Human Adaptation Institute, que j'ai créé il y a quelques années, que de comprendre l'humain, non pas quand il est déjà transformé, mais pendant qu'il se transforme. Parce que ça ne se fait pas aujourd'hui. Tout ce qu'on connaît sur la transformation, sur le changement et sur les crises de l'humain, on le connaît par des retextes, des gens qui racontent l'expérience. Mais sauf que pendant l'expérience, il se passe beaucoup de choses, pendant cette transformation. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à créer des expériences pour essayer de comprendre comment l'humain fonctionne lorsqu'il est soumis à une transformation. Je vais juste définir un truc que j'entends beaucoup sur l'extrême. C'est vrai que moi, je travaille dans des conditions extrêmes, dans des milieux extrêmes. Il faut vraiment qu'on définisse ce que c'est la condition extrême. La condition extrême, c'est ces moments où, dans une vie, on est en désorientation. À savoir qu'on n'a pas la réponse immédiate, la stratégie immédiate à l'événement qui nous est proposé. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on n'arrive pas à trouver de stratégie, on est désorienté, on ne sait pas où on en est, et on est confronté à une poussée cognitive profonde, à devoir faire fonctionner nos cerveaux à plein régime. On les fatigue beaucoup. On l'a vu avec la Covid, ça a provoqué d'énormes fatigues mentales, d'énormes fatigues cognitives, pas parce que l'événement était si traumatique, mais parce que les gens ont dû chercher des solutions en permanence, et ça les a beaucoup fatigués. C'est ça la condition extrême. On en vit tous à un moment donné ou un autre de nos vies.
ne serait-ce que lorsqu'on perd un proche. Donc la question, c'est comment est-ce que le cerveau fonctionne dans ces conditions-là et comment il est capable de trouver des fonctionnements, des solutions à cette transformation-là. C'est pour ça, par exemple, qu'on met des gens dans des conditions particulières et qu'on a mis au début d'année une quinzaine de personnes dans une grotte. Alors, ces 15 personnes dans une grotte, je vous montre un tout petit peu le schéma rapidement. C'est une grande grotte, donc on avait plusieurs territoires de vie. On avait un territoire de vie qui était notre lieu de vie principal. On avait de quoi faire à manger, on pouvait se réunir, on pouvait boire, c'était des moments assez sympathiques. Et on avait cette boule lumineuse que vous voyez qui représentait notre seule lumière de la grotte et qu'on pouvait allumer ou éteindre à loisir. C'était une décision collective. Donc, on n'avait pas d'accès à l'information temporelle, on n'avait pas d'accès à la lumière du soleil, on n'avait pas de montre, on n'avait aucun moyen de savoir l'heure. Et on a dû vivre comme ça pendant 40 jours sans connaître aucunement le système habituel de la chronobiologie. On avait d'autres endroits qui étaient, ça, on était installés, on devait faire du vélo pour charger nos batteries électriques. Enfin bref, tout ça, c'est des détails. On avait un lieu de sommeil. Celui de sommeil qui était à 800 mètres du lieu de vie pour ne pas être dérangé par les bruits, parce que chacun devait vivre à son propre rythme, aller se coucher quand il était fatigué, se lever quand il avait assez dormi, manger quand il avait faim ou quand elle avait faim. Bref, on devait chacun suivre nos rythmes sans avoir le droit d'être influenceur direct des rythmes de l'autre, donc sans aller réveiller quiconque ou quoi que ce soit. Donc, on avait chacun notre tente et notre espace de vie. Un espace scientifique qu'on avait installé dans la grotte. La grotte est à 10 degrés, 100% d'humidité permanente. 100% d'humidité permanente, ça n'existe pas ailleurs sur la planète que dans une grotte. Donc, c'est assez particulier à vivre. C'est assez sympathique pour le corps. On pourra en reparler un tout petit peu. Et donc, dans ce lieu qu'on avait justement isolé pour pouvoir utiliser des machines complexes, on pouvait faire le travail scientifique ou dans l'attente scientifique aussi. On avait tout un travail scientifique à mener, assez complexe. C'est juste pour vous donner les méthodes qu'on utilise, parce qu'on les utilise dans toutes les expéditions qu'on mène, dans tous les travaux qu'on mène. On a le travail qu'on fait in situ, où on essaie d'utiliser des machines les plus modernes possibles, avec les électroencéphalographies, avec des systèmes émotifs. On essaie de comprendre comment les émotions fonctionnent et influent sur nos décisions, parce qu'aujourd'hui, on sait, on pourra peut-être y revenir si ça vous intéresse, mais on sait aujourd'hui que les émotions président les décisions. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre les systèmes émotionnels et sensoriels pour comprendre comment on prend une décision dans une condition nouvelle. Donc, en périmètre, pendant toute la période in situ, comment fonctionne l'humain, et puis ensuite, évidemment, avant et après, on fait tous les travaux lourds avec les machines comme les IRM qu'on ne peut pas emporter dans la grotte, malheureusement. Donc, juste avant d'entrer, juste après de sortir, on utilise des IRM pour cartographier, périmétrer finalement l'humain, et être capable ensuite de voir après la même cartographie et de comparer les deux pour voir ce qui s'est transformé. Et puis ensuite, on a les éléments qu'on travaille in situ pour comprendre pourquoi il y a eu certaines transformations. Donc, ça nous permet ainsi, grâce à cette méthode, d'avoir donc le avant, le après et le pendant, ce qui nous permet de comprendre ce processus d'adaptance, à savoir quels sont les mécanismes qui se mettent en place pour passer d'un état A à un état B qu'on peut considérer comme adapté dans une nouvelle condition de vie. Ça, c'est notre principe de fonctionnement. Et ce qui est intéressant dans la grotte, c'est qu'il s'est passé des choses qui sont à la fois surprenantes et à la fois tout à fait logiques. Quand on est rentré dans la grotte, on a donc un groupe de 15 personnes qui se connaît un peu, mais pas beaucoup, avec des gens de tout horizon, tout niveau social et d'éducation, enfin, qui viennent vraiment partout en France, et puis qui doivent apprendre à vivre ensemble, qui doivent apprendre leur territoire, qui doivent apprendre leurs nouvelles conditions de vie, leur manière de fonctionner. Donc, c'est assez excitant. Et c'est ça qui est intéressant avec les crises, c'est qu'au début, même quand elles sont négatives, au début, le cerveau se dit « Waouh, c'est un truc nouveau, ça m'intéresse ». Donc, il commence à regarder un peu, c'est assez joyeux, c'est assez vivant, on installe tout. Et puis, une fois que ça s'est fait, qu'on a un peu compris, qu'on a quitté le périmètre du « tiens, c'est nouveau, ça m'intéresse », ben, il y a ce moment où on commence à se dire « mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Je ne comprends plus où j'en suis ». On est arrivé à la deuxième période, c'est ce qu'on appelle la période d'apathie, où tout le monde était un peu perdu, désorienté. C'est vraiment ce qu'on essaie de comprendre. Ce moment où tout d'un coup, on n'a plus le timing, on n'a plus d'horaire, on ne sait plus à quoi on en est. Est-ce que j'ai dormi 1 heure? Est-ce que j'ai dormi 10 heures? Est-ce que j'ai faim ou pas faim? Enfin, comment je fonctionne? Comment j'arrive à périmétrer mon monde? Comment je fonctionne avec les collègues que je ne connaissais pas jusque-là, puis avec qui je vais devoir recréer un système de vie? Et là, on est dans l'apathie. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que la vraie question à partir de là, c'est comment est-ce qu'on en sort? Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui est en train de se trouver dans une difficulté sort de ce moment-là? Parce que finalement, c'est ce qui se passe dans nos vies, dans nos cerveaux. Quand il y a une nouveauté, au début, on se bat. On se bat d'abord positivement ou négativement, ça dépend. Puis une fois qu'on a fini de réagir à ce qui est en train de se passer, le cerveau va devoir
paramétrer une fonction possible pour vivre dans ce nouveau territoire, en tout cas territoire physique ou territoire émotionnel. Et pour ça, il va aller chercher ce qu'on appelle les panneaux indicateurs. Donc, tout ce qu'il a comme information, tous les systèmes qu'il a pour répondre à une situation donnée. Le problème des crises, et des crises fortes ou des changements profonds, c'est qu'il faut disparaître ces panneaux indicateurs. On n'a plus dans le cerveau de notions immédiates qui donnent... Là vient la désorientation. C'est gênant pour le cerveau parce que au repos, quand il ne fait rien de particulier, il utilise 40% d'énergie du corps. Mais quand il se met à travailler pour chercher des informations, il va jusqu'à 80-90% d'énergie corporelle. Il utilise énormément de ressources et ça le fatigue énormément, surtout quand il ne trouve pas de réponse. Donc, il se met à un moment donné dans une sorte de focalisation, de besoin de simplification de l'information et de finalement éliminer tout ce qui est trop compliqué à comprendre, qui lui pose problème et qui le fait parfois rentrer dans ce qu'on appelle un effet tunnel. C'est-à-dire que vous ne voyez plus que le problème qui vous est proposé, voire même plus qu'une toute petite chose qui vous paraît suffisamment importante pour y être attiré. C'est une des raisons, je dis bien une des raisons, parce que ce n'est pas la seule, qui a poussé autant de personnes à se confronter aux théories parfois un peu complotistes, sans être complotistes eux-mêmes pendant la Covid, évidemment, mais se confronter aux théories complotistes parce qu'elles étaient simples à comprendre. Et quand on est dans une situation de difficulté, on va à la simplification. Et c'est embêtant parce qu'on voit bien qu'on n'est plus capable d'avoir la vigilance. On a les peurs qui prennent le dessus. Et les peurs, c'est ce qui nous focalise sur un problème. Qui a peur des araignées dans la salle? Quelques personnes, pas beaucoup, ça va. Ouais, vous n'osez pas lever la main, c'est normal. Mais bon, globalement, on pense qu'environ 25-30% de la population déclare avoir peur des araignées. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, pour les personnes qui ont peur, puis les autres qui parfois observent des gens qui ont peur des araignées, des souris ou des serpents, qu'est-ce qu'on fait quand on voit une araignée, un souris, une serpent, qu'on en a peur? On focalise notre attention dessus. On ne regarde plus que ça. Et on est là comme ça, obnubilé par l'araignée. Ça nous pose problème, ça peut nous tétaniser, on a envie de partir, on peut crier. C'est exactement ce qui se passe avec l'effet tunnel. On ne voit plus que le problème. Le souci, c'est qu'en général, ce n'est pas là où est le problème. Parce que parmi les gens qui ont peur des araignées ou des souris, juste une question, combien de fois avez-vous été attaqué par une araignée ou une souris? On est bien d'accord que ce n'est pas le problème, en fait. Ce n'est pas ça qui vous fait peur. Et c'est ça qui est intéressant avec cette notion de peur et de tunnelisation. C'est qu'on focalise sur un problème alors que le problème ne vient pas de l'élément en question. Et bon, par exemple, moi, quand j'étais petit, j'avais peur de l'eau. J'avais vraiment peur de l'eau. Je n'osais pas mettre la tête sous l'eau. Et ça me paniquait. À chaque fois que je mettais la tête sous l'eau, c'était la panique. Et donc, je disais aux gens, j'ai peur de l'eau. J'ai peur de l'eau, j'ai peur de l'eau. Puis un jour, j'ai un nouveau copain qui est arrivé dans mon école, puis on devait partir à la piscine. Je lui dis, ah non, je ne vais pas à la piscine, j'ai peur de l'eau. Et il me dit, ah, tu as peur de l'eau, mais tu ne prends jamais de douche alors. Je dis, bah si, je prends des douches quand même. Il me dit, comment tu fais pour. Tu as peur de l'eau, tu prends des douches, tu mets un parapluie, tu. Et ça, c'est un déclic pour moi de réaliser qu'en fait, je n'avais pas peur de l'eau. Donc, on a cherché avec un médecin et tout. Et en fait, c'est tout simple. Là, quand on met la tête sous l'eau, nos sinus se ferment et on est bien. Mais moi, elle ne se fermait pas. Donc, j'avais de l'eau qui rentrait dans mes sinus. Et ça arrivait dans la gorge. Ça me faisait paniquer complètement. Et donc, du coup, je paniquais. Donc, je ne me posais pas de questions. Je sortais de l'eau et j'arrêtais. Quand j'ai compris où était le problème, j'ai appris à faire fonctionner mes sinus différemment. Et maintenant, je fais de la plongée à 300 mètres. Je n'ai plus de problème. Et c'est ça qui est intéressant avec la peur. C'est que si on focalise sur le problème de la peur, on n'est pas capable de prendre le recul nécessaire pour comprendre d'où vient notre blocage. Et on est donc en système de perte de vigilance. Une des premières choses à faire quand on est dans un moment de difficulté et de désorientation, c'est d'aller rechercher cette capacité à la vigilance. Donc de questionner pourquoi j'ai peur et quel est l'élément qui me fait peur pour aller chercher sur quoi je dois travailler plutôt que sur quoi je dois me focaliser. Et ça marche pas mal. Alors, une fois qu'on est là, je ne sais pas combien de temps, tu me dis quand tu en as marre de m'écouter. Hein. C'est Arnaud, le chef de la montre. Il m'a dit qu'il me lançait un objet quand j'avais assez parlé. Un micro, voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'à partir de maintenant, si on arrive à retrouver la vigilance, on peut commencer à recréer quelque chose dans ce nouveau territoire sur lequel on n'a pas de panneau indicateur. Donc, il va falloir recréer un chemin, une capacité de fonctionner dans ce nouveau territoire. Mais on peut le faire que parce que j'ai retrouvé cette capacité de vigilance, de me poser des questions, d'écoute et donc de stabilisation. Ça demande un peu de courage quand même. Hein. Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends des gens, il n'y a qu'à changer, il n'y a qu'à faire. Oh, tu as eu ce problème, vas-y, passe à autre chose. Ça, c'est jamais vrai. Hein. Ça demande un vrai courage. Ça demande d'aller chercher en soi. Ça demande d'accepter de se dépasser soi-même, de parfois se faire un peu mal,
de laisser ces émotions nous envahir et de les prendre en tant que telles, et plutôt que d'essayer de les repousser, ce qu'on fait en général dans ces conditions-là. Parce que quand on est dans un cycle de crise, il se passe beaucoup de choses. Je vais essayer de vous résumer très rapidement ce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un cycle adaptatif de crise. On a découpé en 3 niveaux, confort, inconfort, danger majeur. Alors le confort, c'est quand vous êtes bien, vous êtes dans vos vies classiques, hein, tout va bien, vous êtes stable. Quand un événement arrive, vous allez peut-être arriver dans un inconfort, vous ne serez pas très bien, vous ne serez pas à l'aise avec l'événement. Et puis, si ça continue, si vous n'êtes toujours pas bien, vous allez potentiellement descendre de plus en plus et arriver à ce qu'on appelle un danger de mort. Ce sera le danger majeur, ce sont les dépressions, les burn-out et tout ce qui peut aller encore plus loin. Évidemment, on n'a aucune envie d'aller dans ce territoire-là. Alors, c'est intéressant parce que dans toutes les crises, encore une fois, au début, on est là dans notre stabilisation. Tout d'un coup, il y a un truc qui se passe. Et puis ensuite, ça devient plus compliqué. J'attends. Et là, la question, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir soit éviter de descendre en dessous de la zone d'inconfort, soit repartir quand je suis arrivé dans une zone de danger. Ce qu'on commence à constater de plus en plus dans des études périphériques, dans les nôtres, et puis quand on fait un peu de la méta-analyse, c'est qu'il va y avoir une nécessité pour s'en sortir de ce que moi j'appelle aujourd'hui, ce n'est pas un terme scientifique et ce n'est pas un terme religieux non plus, une épiphanie. La capacité de trouver quelque chose qui nous donne une raison de ressortir de la situation. Ça peut être beaucoup de choses, une mémoire, une odeur, un moment agréable, bref, un élément qui nous donne une raison de sortir un peu de ça. Je vous donnerai quelques exemples après. Ça nous permet de repartir, soit d'éviter de descendre trop, et puis petit à petit de se restabiliser, puis de retrouver une capacité. Le problème, il est que ça demande énormément d'énergie. Beaucoup d'énergie. Donc, à un moment donné, quand vous arrivez à un point où vous êtes en train d'aller un peu mieux, mais vous êtes de plus en plus fatigué. Et puis, à un moment donné, cette fatigue vous pousse à redescendre et peut-être repartir dans un cycle de difficulté. Et donc, il va falloir, pour éviter ça, pour dépasser ce moment-là, il va falloir ce qu'on appelle métaboliser cette épiphanie. Faire que ce moment qui a été un instant bascule sur une capacité de projection dans un futur possible. Et là, on arrive à se stabiliser. Je vais vous donner... ça c'était juste pour vous montrer, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la crise de la Covid. Hein. Au début, quand on a fait une étude sur à peu près 10 000 personnes avec l'Institut qui s'appelle Comadapt, au début, quand il y a eu le premier confinement, il n'y avait pas de mécontentement. Il y avait 95% de personnes qui adhéraient au principe du confinement. Puis ensuite, le confinement a duré. On a commencé à avoir 46% qui étaient en état de fatigue mentale. On est arrivé au 11 mai. On a encore une petite descente parce que les gens ont commencé à réaliser qu'après le 11 mai, c'était toujours pas fini. Mais il y a eu des vacances. On a commencé à remonter. Donc, l'épiphanie, c'est tiens, j'ai une vacance et tout ça, c'est plutôt sympa. Ça commence à aller un peu mieux. Et puis là, on est quand même toujours un peu fatigué, on est instable, on n'est pas très sûr de soi. Et là arrive l'annonce du deuxième confinement. Et là, on a une chute profonde des personnes qui sont en fatigue mentale et en incapacité de se projeter dans le futur. Et on arrive à 69%, puis 71% en janvier 2021, de gens qui sont en état de fatigue légère ou importante, fatigue mentale. Donc, on est exactement dans ce schéma-là. Donc là, c'est un peu embêtant parce qu'il y a une rupture et ça va demander énormément d'énergie pour s'en sortir. Ce que j'appelle l'épiphanie, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée très rapidement pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. J'étais un jour en cordillère de Darwin, c'est une chaîne de montagne en Amérique du Sud, au sud de l'Amérique du Sud, où j'avais mené plein d'expéditions avec des groupes. Puis là, pour une raison personnelle, je devais partir en solitaire. Je cherchais un endroit pour rentrer, pour pouvoir monter dans ces montagnes. J'étais dans un fjord de plein de glace comme ça. Et j'évoluais dans ce fjord pour aller chercher un territoire de montée avec un zodiac, un petit zodiac. Et puis là est arrivé, malheureusement, ce qui arrive régulièrement en Patagonie dans ces conditions-là, ça s'appelle un willy-woo. Un willy-woo, c'est 300 km/h de vent qui passe comme une baffe. Donc, ça m'est arrivé en face comme ça, et j'ai mon zodiac qui s'est fait soulever, je me suis fait jeter à l'eau. Coup de bol, j'ai réussi à repousser le zodiac pour pas qu'il se retourne sur moi, mais le zodiac est parti avec la tempête. Moi, j'étais dans l'eau, l'eau était à 2 degrés. Et j'étais en ciré de marin. Et là, je tombe dans l'eau, je me retrouve dans l'eau. Et là, j'ai le premier réflexe qui vient, qui est de dire, alors, c'est mon métier, je suis explorateur, donc j'ai quelques connaissances, pas beaucoup, mais quelques-unes. Et une qu'on a dans l'eau, c'est que dans de l'eau à 2 degrés, on survit 5 minutes. Donc là, votre cerveau, il se dit, tu as 5 minutes, mon gars. Et là, je regarde autour de moi, la côte est à plus d'1 kilomètre, mon zodiac est parti avec les courants, et je sais qu'il me faudra bien plus de 5 minutes pour nager, pour sortir de là. Donc le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, je suis mort. Je suis mort.
Je veux dire, j'ai 5 minutes de survie, je suis à plus de 5 minutes de toute côte, c'est terminé, quoi. C'est intéressant ça d'ailleurs, hein, parce que c'est le réflexe qu'on a souvent, de considérer non pas la situation, mais ce qu'on pense savoir d'une situation. C'est un petit détail. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, je rends compte que qu'il faut bien que je les utilise, ces 5 minutes. Hein. Allez, donc je me mets à nager. Je me mets à nager, puis effectivement, au bout de 5 minutes, c'est foutu, quoi. C'est horrible, tous mes membres me font mal, j'ai l'impression de déplacer du marbre à chaque bras, enfin, c'est un enfer absolu. Et mon cerveau dit à mon corps, arrête, ça ne sert à rien. Et la douleur est trop importante pour que ça vaille la peine de continuer. Donc j'arrête. Et je me laisse un peu aller. Et là, la tempête qui continuait, c'est comme ça, en Patagonie, ça change, hein, on a jusqu'à 20 conditions climatiques dans la même journée, ça change beaucoup. Enfin, tout d'un coup, ça balaye le fond et il y a un paysage qui s'offre devant moi, il y a de la lumière qui traverse les nuages et je vois vraiment ça. Physiquement, je vois ça. Et ça, c'est une peinture qui s'appelle la tempête, le bateau dans la tempête de William Turner. Splendide peinture que je vous recommande à toutes et tous de voir. Et à ce moment-là, je vois ça. Je vois où j'ai vu cette peinture, au Met à New York. Et je vois avec qui j'ai vu cette peinture, qui était une personne que j'aime profondément. Ça, c'est l'épiphanie. Ce moment où tout d'un coup, il y a un élément qui me fait dire « Waouh, il faut que je réagisse ». Le problème, c'est que jusque-là, c'est qu'un souvenir. Ça ne sert pas du tout à se projeter vers l'avenir. Ce n'est qu'un souvenir. C'est une épiphanie, c'est un souvenir. Et il va falloir maintenant que je m'en serve et que je métabolise cette épiphanie. Ça paraît tout bête quand on dit comme ça, mais paradoxalement, pour le cerveau, c'est très compliqué. Et cette métabolisation, ce n'est pas de me dire « je me souviens de la personne avec qui j'étais au Met à New York », mais je veux revoir la personne avec qui j'étais au Met à New York. Et d'un souvenir, je métabolise en une volonté future. Et une volonté forte, parce que cette personne, à l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais était suffisamment importante dans ma vie pour que je veuille absolument tout donner de moi pour la revoir. Et donc, je me remets à nager. Et je me réveille 2 jours plus tard dans ma tente. Il s'est passé plein de trucs entre deux, mais toujours est-il que je suis resté 22 minutes dans l'eau, GoPro proof. J'avais une GoPro qui tournait, donc on a exactement tout ce qui s'est passé. J'ai passé 22 minutes dans l'eau, ce que encore aujourd'hui, les médecins me disent ce n'est pas possible. Après, on leur montre les images, ils vous disent toujours il y a un truc, c'est pas possible. Mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que au début, j'ai pas fait ce qui est fondamental dans la notion d'adaptation. La première chose, c'est l'acceptation des situations qu'on vit. Quand je tombe dans l'eau, je n'accepte pas la situation puisque je plaque sur cette situation une idée, une pensée qui n'est pas en rapport avec la situation. Il faut d'abord accepter la situation exactement telle qu'elle est, pas comme on la voudrait, pas telle qu'on la pense, pas telle qu'on aimerait qu'elle soit, mais ce qu'on a maintenant. Parce que là, je peux commencer à travailler sur les leviers que j'ai. Et sur ces leviers, concrètement, que j'ai moi. Parce que ça fout le nombre de fois où on entend des gens dire « oui, il faudrait que ça change pour que moi, je change ». C'est impressionnant. On attend toujours sur l'autre de faire le premier pas. Les entreprises attendent sur la plus grosse entreprise, les gouvernements attendent sur les plus gros gouvernements. Bref, on a toujours une autre personne qui doit agir avant moi. Mais là, quand on est seul dans l'eau, je peux vous dire que j'essaie de trouver qui doit agir avant moi, ça ne marche pas, quoi. Donc, on doit trouver ses propres leviers. Dans le mécanisme adaptatif, c'est un indispensable. Parce qu'après, je peux trouver mon rôle par rapport à ces leviers. Ce rôle, c'est forcément d'être un leader. Pas leader pour être le chef, hein, mais de prendre en main le levier que j'ai décidé qui était à ma portée. En l'occurrence, pour moi, de nager, puis d'avoir cette épiphanie métabolisation pour pouvoir continuer de nager. Ça, c'est fondamental. Tant que ce mécanisme-là n'existe pas, tant qu'on n'a pas fait le basculement entre j'accepte la situation et je cherche le levier que j'ai personnellement sur la situation, il n'y a pas de mécanisme adaptatif. Donc, c'est vraiment important. Il me reste combien de temps ? En fait, j'étais dedans, là. Donc... Allez, 5 minutes. Alors, je vais passer un peu vite là-dessus parce que j'ai envie de vous parler de votre cerveau, qui me paraît quand même assez important, et de quelque chose assez... On parlera dans les questions, mais parce qu'à un moment donné, voilà, on est dans ce moment-là où, dans la grotte, on est en état d'apathie. On est un peu comme moi au moment où je décide d'abandonner, de ramer et de fonctionner. Je décide d'abandonner et de ne plus nager. Et quand on est en apathie, c'était ce qui se passait. Donc, à un moment donné, on aurait pu rester en apathie tout le temps parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour nous en sortir. Et à un moment donné, j'ai réuni le groupe et je leur ai donné quelques informations
pour tenter le coup de s'en sortir. Avant de vous raconter ces informations, je vais juste vous raconter ce qui s'est passé avec cette dame, qui est une Yakoutsk, en Iakoutie. Donc, c'est la ville la plus froide du monde. On est à moins 50 degrés en hiver. Et voilà, la première fois que je suis arrivé à Iakoutie, vous savez, je me balade en Iakoutie, et les gens me regardaient super bizarrement, mais vraiment avec beaucoup d'attention et tout. C'était assez terrifiant. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on me regarde comme ça? Puis partout où j'allais, ils me regardaient mais super attentivement. Puis le lendemain, j'ai été acheter des poissons pour mon expédition. Puis de nouveau, cette dame qui vendait des poissons, j'arrive vers elle, elle me regarde super précisément. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle se relève et elle me dit, toi, tu ne m'as pas regardé. Je dis, si, vous êtes en face de moi, je vous regarde. Elle dit, non, tu ne m'as pas regardé. Donc, j'essaie de comprendre ce qu'elle veut dire. Et en fait, on commence à parler. Je parle 3 mots de russe, elle parle un mot d'anglais et tout. Et finalement, je comprends un truc tout bête. C'est que dans ces conditions-là, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, quand on arrive vers quelqu'un, on se regarde très attentivement le visage pour voir s'il n'y a pas des marques bleues ou blanches qui signifieraient le début d'une gelure. Et si on en voit une, eh ben on prend la personne, on l'amène chez soi et on la réchauffe, on la soigne, on en parle avec elle et puis ensuite on l'emmène, s'il faut, à un endroit où on est en sécurité. Cette notion-là, elle est fondamentale parce que ces gens ne se connaissent pas les uns les autres, mais ils sont prêts à passer du temps pour pouvoir aider une personne qui serait en difficulté. C'est vraiment la différence pour moi entre la solidarité et la coopération. Si je suis en collaboration, je travaille avec vous et c'est juste normal. On est tous dans cette salle, on collabore ensemble, on ne s'est pas assis sur les genoux des uns et des autres, on a collaboré pour prendre chacun sa chaise. Ça, c'est normal. Mais la coopération, c'est la volonté de comprendre comment va l'autre, qui est l'autre, comment il fonctionne. Et dans la grotte, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand il a fallu relancer l'équipe, on avait des travaux à faire, des travaux très précis. Sauf qu'on ne les faisait pas parce qu'on était apathique. Mais avant d'entrer dans la grotte, j'avais relié ces travaux, chacun d'entre eux, c'était topographier la grotte, faire l'inventaire des glyphes qui sont inscrits sur les murs, faire l'inventaire des animaux. J'avais relié chacune de ces actions à une personne que tout le monde connaissait et pour qui on devait faire ces travaux. Et lorsque j'ai réuni et que j'ai pris mon équipe pour lui dire, là, il faut qu'on commence à sortir de notre situation, je leur ai demandé de faire des travaux qui étaient prévus. Non pas, je ne leur ai pas dit de faire les travaux, je leur ai parlé des personnes qui attendaient ces travaux. L'émotion de la coopération. Et bizarrement, 2 jours plus tard, on était tous en œuvre et on a commencé à recréer une synchronicité collective qui a fait que tout le monde s'est remis en marche et a fonctionné parfaitement bien dans ce nouvel univers qui était le nôtre. À tel point qu'au bout de 40 jours, lorsqu'on est venu nous chercher, lorsque l'équipe de surface est venue nous chercher, aucun d'entre nous, sauf une personne, mais aucun d'entre nous ne voulait sortir de la grotte. Parce qu'on était bien. Parce qu'on avait créé un système de coopération qui fonctionnait parfaitement bien. Et finalement, c'est peut-être ça qu'on doit aujourd'hui questionner, parce que je vais m'arrêter là, parce que sinon je peux encore parler pendant des heures, mais on est dans un moment de basculement important. On peut le nier, on peut penser tout ce qu'on veut, mais que ce soit pour le réchauffement climatique, que ce soit pour d'autres, la biodiversité, les technologies, on va devoir changer, on va devoir évoluer, on va devoir se transformer. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que d'une part, il faut le faire à titre individuel, de par cette capacité qu'on a d'accepter la situation et de chercher ses propres leviers. Mais d'autre part, parce qu'il y a une certitude absolue, personne au monde n'a jamais réussi à faire changer un système tout seul. Quelle est la coopération qu'on est capable de mettre en place tout en gardant ses propres leviers pour faire changer un système qui aujourd'hui doit évoluer compte tenu de nouvelles conditions qu'on va vivre dans le futur. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant ce temps-là. Alors moi j'ai une première question, mais je ne vais pas te la poser à toi, je vais la poser à la salle. Est-ce que la bio que je vous ai faite tout à l'heure en présentant question était fausse? Je ne pense pas. Tu as des vraies questions maintenant? Je ne pense pas. Oui, j'en ai une, avant de passer la main à Eva. J'en ai une. Est-ce que, si on se met d'accord dans ce que j'en ai compris, est-ce qu'on est capable en fait aujourd'hui de gérer demain si on ne se met pas d'accord sur la situation qui nous permet de nous adapter? C'est-à-dire que, est-ce que ce que tu as dit, pour tous ces gens qui à un moment se disent, bon, bah, en fait, on est d'accord sur la situation, donc maintenant on passe en mode crise,
Est-ce que le mal que l'on vit aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la situation? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Excuse-moi, hein. Non, je pense qu'en réalité, il y a plus grand monde qui nie le constat. Ça, enfin, en tout cas, dans l'étude Covadab, sur les 10 000 personnes, on a profité pour poser quelques questions aussi sur les problématiques climatiques et environnementales et futures. Globalement, il n'y a pas grand monde qui le nie. On peut nier de la puissance, de la force, de la vitesse, mais enfin, tout le monde est assez d'accord qu'il y a quand même pas mal de changements. Puis si ce n'est pas climatique, en tout cas, on voit bien que technologiquement, métier, tout ça, tout le monde comprend bien qu'il va y avoir des changements dans le futur. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de considérer ce que je peux faire avec ça. Et ça, on entend beaucoup. Hein. Moi, à mon échelle, je ne peux rien faire. Il y a les Suisses, je suis suisse aussi, hein, viennent de voter une loi environnement pour essayer de durcir encore plus, parce que la Suisse est déjà un des pays qui a les lois les plus dures là-dessus, mais de durcir un peu plus les politiques environnementales, de réduire encore plus le CO2. Et les Suisses ont refusé cette votation en disant qu'est-ce que nous, maintenant 8 millions de Suisses, on peut faire à l'échelle de 8 milliards de personnes. Donc, on a un peu tous cette même réflexion, cette même attitude, de se dire, en fait, moi, à mon échelle, je ne peux pas faire grand-chose, donc j'attends qu'une autre échelle fasse la chose. Et le problème, c'est que tout le monde fait la même chose. Hein. Quand on évalue ça, même la France le dit souvent, enfin la France, les gouvernements le disent souvent, oui, mais nous, bien sûr qu'on veut changer, mais enfin bon, le marché actuel, le système actuel fait que si nous, on change et que les autres ne changent pas, on est mort, et ainsi de suite. Donc finalement, on est tous un peu à attendre que quelqu'un d'autre fasse ce mouvement-là. Et c'est assez humain. Hein, c'est pas... Donc maintenant, il va falloir qu'on bascule un peu sur autre chose par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a basiquement toujours pas compris les mécanismes du changement. C'est-à-dire que la réalité, c'est que j'avais une petite vidéo que je ne vous ai pas montrée parce que ça aurait été vraiment trop long et que j'ai bien compris, je n'avais pas de temps. Hein, mais c'est qu'on a Louis de Funès en 1962, on a Jean Fabre en 1956, on a Jean Dorst en 62, qui tous expliquent déjà les problématiques climatiques, le changement climatique, les problématiques de l'eau, le surplastique et compagnie. Tout ça, on le sait. D'ailleurs, si vous avez peut-être suivi le rapport qui vient de sortir pour Total, qui, en 1971, inscrit déjà dans sa lettre à ses employés que le changement climatique, le CO2 dans l'air va changer profondément le climat et va poser un problème majeur. Et puis tout ça, on l'oublie. Donc, en fait, ce n'est pas nouveau que ces problèmes existent. Aujourd'hui, on a une accélération et une augmentation de l'information, mais ce n'est pas nouveau. Or, on n'a rien fait. Parce qu'en réalité, on est super bon, et c'est très vrai en tout cas dans l'Occident, on est super bon à réagir aux crises. On parle beaucoup de résilience. Ça, c'est le grand mot, c'est-à-dire qu'on est résilient. Alors, quand il y a une crise qui arrive, on l'absorbe, on a été super bon. D'ailleurs, premier confinement, on l'a vu, hein, c'est dingue à la vitesse où les gens se sont adaptés, justement pas adaptés, ont réagi, ont mis en place le télétravail, ont changé leur système. C'est fou comme ça, c'est fait. Mais après, une fois qu'on est restabilisé, on est content. On est content. Puis on attend la prochaine. C'est vraiment ça, notre mode de fonctionnement depuis longtemps. Donc maintenant, il faut qu'on bascule sur le mode adaptatif, sur le mode qu'une fois qu'on est stabilisé, on doit se mettre à considérer ce que je dois faire pour influencer le futur. Alors, influencer le futur, ça peut être un gros mot. Le but n'est pas d'être le grand manipulateur qui va changer le futur, mais qui va influencer notre compétence sur ce futur. Et pour ça, il faut avoir l'imaginaire suffisant, un imaginaire qui nous permet d'essayer de comprendre ce qui sera. Une fois que j'ai l'imaginaire, de considérer ce que je peux faire, mes leviers. Puis une fois que j'ai considéré mes leviers, de les mettre en œuvre avant que la crise soit arrivée. D'une part, pour réduire l'impact que j'ai, mais d'autre part, pour, une fois malheureusement, parce que des changements, il y en aura quand même si on réduit nos impacts, d'être plus à l'aise dans ce changement-là. Et à force de parler de résilience et de mettre ce mot comme étant le mot-clé de la crise, on nous dit toujours qu'on peut toujours vivre une crise et revenir à l'état initial d'avant la crise. Et ça, il faut être clair, ce n'est plus possible. Mais le vrai problème, c'est que ce mécanisme qui permet de passer de la stabilisation à la projection, on ne connaît pas son fonctionnement. On ne sait pas encore, on n'arrive pas à trouver qu'est-ce qui va pousser un humain à faire ce chemin. Et nous, c'est ce qu'on essaie de comprendre. C'est pour ça qu'on mène nos expéditions. C'est pour ça qu'on travaille sur le moment de crise. Parce que c'est pendant ce moment-là que les choses se passent et qu'on peut voir ces mécanismes. Ce n'est pas une fois que c'est terminé. Parce qu'une fois que c'est terminé, le mécanisme a disparu et il ne reste que le résiduel de la mémoire. Et ça ne suffit pas. Il faut qu'on comprenne ce mécanisme pour qu'on puisse ensuite l'enseigner. On en comprend déjà quand même beaucoup. Et dernier point, et je m'excuse, la réponse est un peu longue, hein, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors là, je suis désolé s'il y a des enseignants dans la salle, parce que ce n'est pas de votre faute en plus, mais on doit fondamentalement changer l'éducation nationale. Fondamentalement.
Parce qu'aujourd'hui, l'éducation répond toujours à des problèmes du passé et pas des problèmes du futur. On pourra en parler un peu plus longtemps, mais sachant qu'aujourd'hui, on sait que ce sont les émotions qui président les décisions et pas le contraire, il serait bon d'ajouter un peu d'émotifs, beaucoup plus d'émotifs, dans le système éducatif. Mais bon. Excusez-moi, je réponds trop longtemps, mais je vais faire des réponses plus courtes, promis. Tu réponds en partie du coup à la question que j'allais te poser. Ah mince, bon, c'est bon. Du coup, je vais y aller. Non, mais en fait, au MOO, on a aussi une communauté de jeunes qui nous entoure, qu'on appelle le MOO for Young. Et on a un petit peu réfléchi avant la conférence aux questions qu'on avait envie de te poser. Et une de nos questions, c'était justement en tant que jeune aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à mieux anticiper le futur, à avoir une meilleure capacité d'adaptation? Et ça, peut-être sans passer 40 jours dans une grotte, comment est-ce qu'on fait? C'est une bonne question, parce que malgré tout, passer 40 jours dans une grotte, ça fait beaucoup d'effets. Quand on est sorti de la grotte, il n'y a quasiment plus personne qui voulait des réseaux sociaux, tout le monde voulait, on avait une vraie transformation. Donc, je crois qu'à un moment donné, on a quand même besoin de se confronter aux choses. C'est difficile d'être capable de vraiment tout imaginer et tout projeter sans avoir à un moment donné vécu un peu. Donc déjà, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis un peu attentif aujourd'hui chez beaucoup de jeunes. Alors, il y a tout, on dit les jeunes, il y a quand même autant de jeunes, autant de personnes que de jeunes. Il faut faire attention à ce mot, les jeunes ou les anciens, parce qu'il y a des jeunes qui veulent tout changer, puis il y a des jeunes qui aimeraient bien avoir un confort. Enfin, c'est normal, on est des humains, on a tous des visions différentes. Mais une chose qui serait très dommage, c'est d'arrêter l'expérientiel, de penser que le télétravail, le digital va suffire à nous donner toutes les informations suffisantes pour pouvoir comprendre ce qu'on doit faire pour changer. Il faut garder l'expérience. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément aller à l'autre bout du monde pour en faire, même si ça peut parfois être utile. Il faut se confronter à d'autres sociétés, d'autres civilisations. Alors malheureusement, il faut prendre l'avion, mais on peut prendre l'avion pour des raisons intelligentes et pas forcément pour aller passer une semaine au Baléares. C'est deux choses quand même bien différentes. Mais il faut garder l'expérientiel, aller sur le terrain, aller voir, aller ressentir, parce que l'émotion, elle ne se crée pas uniquement par le digital. Ça aide, mais ça ne suffit pas. Un truc tout bête, dans la relation humaine, quand on est deux personnes dans une pièce, quel est le pourcentage d'informations qu'on reçoit sur la personne par l'odeur de la personne? C'est beaucoup. C'est entre 13 et 40%. Ça veut dire que quand on n'est pas ensemble dans une même pièce, on perd toute une... Alors ça, c'est pour les odeurs. Et puis, il y a tout le reste. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on a besoin d'aller toucher un arbre. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. Comment, parfois, faire comprendre qu'on doit protéger une forêt à quelqu'un qui n'a jamais vu un arbre? Et malheureusement, il y a des personnes qui vivent aujourd'hui dans des banlieues qui, peut-être, n'ont pas beaucoup vu d'arbres. Donc, il faut maintenant réamener l'éducation sensorielle aux jeunes. Si on doit parler des jeunes, il y a des lieux dans le monde aujourd'hui, dans les écoles, on est obligé d'avoir des plantes, et d'en avoir beaucoup. On s'occupe d'une plante et on voit bien que si on ne s'en occupe pas, elle meurt. Et si on s'occupe, tout d'un coup, c'est quelque chose qui naît, qui pousse, qui évolue, et ça me fait un contact. C'est peut-être pas assez, mais c'est déjà pas mal. Donc, on pourrait pousser à ça, avoir un peu plus de contact avec la nature. Aujourd'hui, on a tellement peur du risque qu'on ne fait plus sortir les élèves des classes parce que, oulala, mon Dieu, il pourrait se passer un truc. S'ils se foulent la cheville, je vais avoir les parents sur le dos. Enfin, je ne sais pas. Donc, re-questionnons aussi la notion du risque. On ne pourra pas faire changer le monde si on ne prend pas de risque. Le changement nécessite un risque. Et donc, cette compréhension-là, elle doit venir. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la bataille des jeunes, ce n'est pas seulement de réduire notre impact, ce qui est ultra important, mais c'est aussi de retrouver la capacité sensorielle, la capacité émotionnelle, qui donne ensuite envie d'agir concrètement. Je voudrais réagir là-dessus. Après, je vais passer le micro à la salle. Mais ce que tu dis sur le contact avec un arbre, en fait, c'est particulièrement intéressant puisqu'il y a eu, il y a quelques semaines maintenant, un grand congrès à Marseille sur le climat. Voilà. Ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que les problématiques du climat et la sensibilisation des gens sur les problématiques du climat étaient très complexes. C'est-à-dire que si je vous demandais, chacun d'entre vous, combien de carbone vous utilisez et vous dépensez par année, je pense que pas beaucoup le savent. Il faut savoir que normalement, la règle, c'est 3 tonnes. Si vous faites un aller-retour à Bali, vous avez déjà 2 tonnes dans les dents. Alors, et c'était très difficile, c'est systémique, les gens n'arrivaient pas à... Et en fait, ils se sont rendus compte d'une chose, c'était que l'angle pour sensibiliser les gens à ces enjeux était peut-être celui qui était sous-estimé jusqu'à maintenant, qui était celui du vivant. Et dans le vivant, de la biodiversité. Et je pense que dans les prochains mois qui vont venir, on verra en fait des actions
à la fois politiques, mais également locales, je pense, enfin entrepreneuriales, qui sont des actions de reconnexion à cette histoire du vivant. Et ici, je donne un exemple très simple, mais le fait juste d'ouvrir la porte à une coccinelle au lieu de l'écraser, alors les coccinelles, non, mais on va prendre les araignées, au lieu d'ouvrir la porte à une araignée pour la laisser partir ou de l'écraser, c'est peut-être un premier acte de reconnexion avec ce qui nous entoure. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez poser à Christian? Sinon, je redonne la main à Eva. Je crois qu'il y avait une autre question, Eva. Une question Ah, il y a là-bas, une en tout question cas, là-bas. peut-être. Il y a un micro qui arrive. Non, mais en attendant, la reconnexion au vivant, elle est fondamentale. Hein, je pense qu'on ne peut pas vouloir protéger un système. C'est paradoxal, on peut dire ce qu'on veut, mais on est des animaux émotifs. On est des animaux collaboratifs et émotifs. Et c'est vrai que de penser qu'on peut protéger un système est malheureusement quelque chose qui certainement n'est pas fonctionnel pour le cerveau. Ce serait chouette, mais c'est pas, on ne voit pas en tout cas de comment ça peut devenir fonctionnel pour le cerveau. On ne protège que le vivant, en fait. Et donc, il faut redonner un sens au vivant. Et quand je parle du vivant, je parle bien du vivant et pas seulement de l'humain. Oui, pour la question. Je voulais revenir sur l'expérience que vous avez évoquée dans la grotte, en disant que vous êtes sorti de l'état d'apathie, je crois que c'est ça, en redonnant à chacun le fait qu'il travaillait pour quelqu'un d'autre, en tout cas pour une personne qui avait été identifiée par rapport à la mission. Est-ce que ça signifie que c'est une voie de sortie, l'intérêt de ce que l'on fait, ou en tout cas de l'importance que ça a pour autrui? Alors, oui, je dirais... Là, bon, c'est quelque chose qui était très précis parce qu'effectivement, c'est des gens pour qui on avait envie de bien faire parce qu'ils nous avaient aidés et puis qu'on avait envie de leur rendre ça en retour. Mais c'est vrai qu'en tout cas, personne ne se mettra en danger ou personne ne suivra un système. Même dans une entreprise, quand on est des très grosses entreprises, on a nos managers de proximité, puis il y a des échelles que certaines entreprises essaient de casser, mais enfin bon, il y a quand même un directeur général en général et tout. C'est rarement le directeur général qu'on a envie de suivre. Ça peut arriver, mais c'est rarement ça. On suit une personne en qui on a confiance. On a envie de faire quelque chose pour quelqu'un que l'on connaît, qui dépasse le cadre d'une connaissance simplement de « oui, bonjour, tu es mon collègue, je suis content », qui dépasse ce cadre-là, et pour une personne de qui je me dis « cette personne, elle fera pour moi ce que je suis prêt à faire pour elle ». Cette reconnexion-là à la confiance, à l'envie de faire pour l'autre parce que je crois en lui ou en elle et que je pense qu'elle croit en moi aussi, c'est certainement une des rares choses qui va nous rendre prêts à agir de manière puissante, forte et de se mettre même en danger. Je vous parle de danger et de risque, c'est pas parce que j'aime bien ça personnellement, mais c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir changer un système sans risquer d'essayer des choses. Et pour risquer d'essayer des choses, à un moment donné, je dois le faire parce que je crois suffisamment dans la personne qui me guide. C'est toute la difficulté qu'on a eue pendant la Covid aussi, parce que j'ai plus confiance forcément en mes proches, en mes amis, aux gens en qui je crois, qui me parlent directement, que dans des systèmes qui me donnent des injonctions. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on a aussi eu des actions assez délétères, parce que finalement, il y a eu un grand changement. Je fais un petit aparté, il y a eu un grand changement dans le système complotiste. J'insiste sur une chose, quand je parle de complotistes, il y a quelques personnes complotistes qui ont des agendas, et les gens qui diffusent des théories complotistes ne sont pas forcément des complotistes, parce que là, des fois, on met tout le monde dans le même paquet, il ne faut quand même pas exagérer. Mais il y a un grand changement dans le complotisme qui s'est passé pendant la Covid. Vous avez peut-être vu ces messages. Il y avait il y avait tout un message, et puis à la fin, il y avait ne partage pas ce message, mais copie-le sur ton mur pour que ce soit comme si c'était toi qui l'avais dit. Et ça, c'est un changement majeur dans le principe du complotisme, c'est-à-dire que ce n'est plus des gars qui parlaient une vidéo puis qui étaient partagés ensuite. C'était mon meilleur ami ou quelqu'un de ma famille qui m'envoyait ce message comme si c'était de lui ou d'elle. Et là, forcément, j'ai envie de faire confiance parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc ça, c'était très subtil de la part des masters complotistes qui avaient des agendas très précis, parce qu'effectivement, la confiance est le lien qui nous permet d'agir. Donc oui, effectivement, il faut régénérer au mieux la confiance entre les êtres humains. C'est pour ça qu'on a besoin, et moi je suis ravi de vous voir aujourd'hui, je pense que vous êtes ravis d'être sortis aussi, on a besoin de ces moments de contact, de ces moments de partage, de ces moments d'échange où on est ensemble. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas anti-digital, le télétravail a beaucoup de vertus,
Mais ça ne suffit pas, on doit avoir ces moments de contact. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas anti-avion, sauf pour aller au Baléares ou à Bali, parce que je pense qu'on a besoin d'aller rencontrer les autres, d'aller comprendre qui ils sont, non pas par des oui-dire qu'on peut lire dans un livre ou dans la presse, mais par le visuel réel, par la rencontre, par l'acceptation de parler avec les autres et de comprendre quelle est leur vie, quel est leur sens, quelle est leur réalité. Quand on commence à faire cette chaîne-là, on est quand même plus capable d'avoir envie de ne pas faire de mal à quelqu'un. Et ne pas faire de mal à quelqu'un, ça veut dire ne pas l'attaquer, mais ça veut aussi dire peut-être changer des comportements pour ne pas lui envoyer sur la figure des monceaux de plastique et des millions de tonnes de CO2 qui vont les impacter beaucoup plus vite que chez nous. C'est ça un peu l'idée pour moi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce que vous avez une autre question? Oui? Sinon, je vous donne... Vous aurez 2 micros. Ah oui. Parce que, comme ça, ici. Bonsoir, merci beaucoup. Quand vous nous expliquez que la résilience passe par l'émotion et donc vous refaites l'éloge, et je le comprends bien, d'une certaine proximité, est-ce que vous pensez que ça ne nous amène pas à terme, dans les conditions actuelles, désolé pour le petit Larsen, à un certain tribalisme et donc à une confrontation entre les groupes? Alors, j'espère justement pas. Je trouve ça terrifiant, le risque de repli. Encore une fois, c'est pour ça que je suis contre l'idée qu'on doit arrêter de se déplacer, arrêter de voyager, arrêter d'aller voir ailleurs. Sincèrement, je suis contre cette idée parce que le pire qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est le repli sur soi. Malheureusement, c'est le chemin que prennent beaucoup de pays. Bon, on n'a plus Trump aujourd'hui aux États-Unis, mais enfin, bon, il y a quand même une sacrée marque avec ça, Bolsonaro, Duterte. Quand j'entends aujourd'hui que 12 pays d'Europe demandent à l'Europe de financer un mur autour de l'Europe pour empêcher les migrants d'arriver, toutes ces choses-là, les 40 000 km de murs qui ont été construits sur ces 15 dernières années, et ainsi de suite, tout ça, ce sont des replis. Et je pense sincèrement qu'on ne résoudra rien avec le repli, mais rien. Parce qu'une fois qu'on est tous repliés les uns sur les autres et se regarder, ben forcément, on ne peut plus avoir cette coopération qui permet de comprendre comment va l'autre, on ne peut plus avoir envie de l'aimer, on ne peut plus avoir envie de lui faire confiance, parce qu'on a toujours les doutes qui existent. Donc non, au contraire, il faut vraiment qu'on recrée au maximum des coopérations entre les pays, des coopérations entre les personnes, des coopérations entre les systèmes, des coopérations entre les entreprises et les citoyens, entre les gouvernements et les citoyens, et ainsi de suite. Donc, je suis fondamentalement opposé au tribalisme et au repli, mais c'est facile de dire ça. Voilà, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on va un peu vers ça. On a des élections, enfin, vous avez des élections fondamentales en 2022. On voit quand même qu'aujourd'hui, quelques personnages intéressants sont en train de prendre une grande place dans le discours politique et public. C'est quand même dingue, hein. Il y a une personne qui fait 16% aujourd'hui d'opinion de sondage et elle est 6 fois plus présente que tous les autres candidats sur la place des médias publics. C'est quand même intriguant. C'est quand même quelque chose qu'on doit questionner aujourd'hui. Qu'on soit d'accord ou non avec cette personne, c'est intriguant. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui se passent aujourd'hui qui ne sont pas dans la norme. Donc, on est effectivement dans ce temps où il va falloir faire un choix sociétal profond. Et j'espère que ce choix sociétal sera plutôt en direction de l'ouverture que de repli sur soi. Il y a une chose que je ne vous ai pas montrée, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Mais je vais juste vous montrer un petit truc. Je vais vous passer tout ça. Voilà. Imaginons que, parce que ça, c'est intéressant quand même, parce que ça répond un peu à votre question. Imaginons que ce rectangle blanc, ce soit tout ce qu'on doit savoir sur une notion, une chose, un métier, une connaissance, une compétence. Ou que ce soit un nombre de personnes qui pensent une chose avec une idée similaire. Un groupe qui a tous les mêmes idées. Donc le but, c'est petit à petit d'essayer de connaître tout ce qu'il y a à savoir sur ce système, sur ces savoirs, sur cette connaissance, d'être petit à petit la personne qui connaît le mieux ça, qui est le plus doué dans son travail, le plus compétent, et puis petit à petit dans nos vies, c'est ce qu'on essaie, on devient des experts, on devient des spécialistes d'un domaine, et c'est très valorisant. C'est très valorisant pour un humain que d'être la personne qu'on consulte toujours s'il y a un problème avec le rectangle blanc.
Et ça, c'est ce qu'on essaie tous et toutes de faire, et c'est ce qu'on apprend dans l'éducation nationale aujourd'hui. Le problème, c'est le jour où ce rectangle blanc se transforme. Et là, ce super savoir, il ne marche plus. Il n'arrive plus à rentrer dans la nouvelle contrainte qui est celle qui nous est proposée. Et ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, on est en train de voir de plus en plus dans le cerveau que, comme il cherche les panneaux indicateurs, le cerveau, donc, comme je vous ai dit au début de la conférence, on cherche à retrouver ce qu'on est capable de mettre en place pour faire face à une situation. Plutôt que d'avoir un énorme rectangle blanc, il faut avoir une modularité, ce qu'on appelle une modularité cognitive, à savoir plein de gros rectangles, de vraies compétences, mais aussi des ronds, des carrés, des triangles, plein de fonctions différentes dans le cerveau, qui permettent peut-être que si le carré devient un rond, de reconstruire, parce que c'est vraiment ce que fait le cerveau, il fait un peu du puzzle, je schématise, hein, c'est très schématisé, mais c'est quand même un peu ça, pour recréer une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance, puis ensuite combler les blancs par de nouveaux apprentissages. Ça, c'est ce qu'on appelle la modularité, et ou la diversité. Sans diversité cognitive, il n'y a aucune chance de faire face à un changement. Sans diversité cognitive, il n'y a aucune chance de faire face à un changement. Si on étend ça du cerveau au groupe humain, sans diversité humaine, il n'y a aucune chance de faire face à un changement. Si vous avez 100 personnes qui pensent toutes exactement de la même manière, qui savent résoudre le même problème et qu'il y a un problème différent qui arrive, elles ne pourront pas trouver de solution. Ça veut dire deux choses. La première, à titre individuel, il faut travailler sa diversité. Et ça vient par la curiosité. Si vous êtes un super mathématicien ou une super mathématicienne et vous commencez un problème mathématique un peu plus dur que l'autre, vous ne faites toujours travailler que la même zone cognitive. Comme si vous faisiez toujours travailler le biceps gauche et jamais le reste du corps. Vous voyez bien qu'au bout d'un moment, ce sera non fonctionnel. Pour pouvoir créer cette diversité, il faut avoir une diversité d'intérêts. Mathématiques, musique, langue, peinture, art, tout ce que vous voulez. Tout ce qui va challenger votre cerveau. Ça, c'est à titre individuel. Mais à titre collectif, ça veut dire aussi qu'à chaque fois qu'on rejette une personne différente de nous, on s'aliène une petite capacité pour le futur. Ça veut dire quand même qu'à chaque fois qu'on rejette un migrant à la mer, on s'aliène une compétence pour créer notre futur. C'est vraiment aussi basique que ça. La diversité dans une société est la base même de sa capacité à faire face au changement. Donc non, je ne suis pas pour le repli. Pour finir, on a une petite question qui nous vient du live. Ça s'adresse plus ici à des managers. Donc, vous recommandez souvent des formations. Vous dites qu'en France, nous manquons cruellement de leaders dont on parlait tout à l'heure. Que recommanderiez-vous à un manager pour être un bon leader? Alors, ouais, je pense qu'on manque cruellement de formation de leadership en France. Et parce qu'on a une mauvaise définition du leadership souvent, à mon sens, hein, là, pour le coup, c'est vraiment personnel. C'est vrai qu'on confond souvent le leadership et le manager, on pense que le leader, c'est celui qui dit ce qu'il faut faire. Je pense que c'est vraiment pas ça. Le bon leader, c'est celui qui donne envie et qui va donner une capacité à l'autre de donner et de rendre le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Je suis en tant que leader de mes équipes, j'ai mes compétences, mais encore une fois, je n'ai que mes compétences de mon cerveau. Et en face de moi, j'ai des personnes qui ont d'autres compétences, d'autres savoirs. Et j'ai deux solutions. Soit j'essaie de leur imposer les miennes et qu'elles essaient de fonctionner comme moi, ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, soit j'essaie de développer leur potentiel pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui manque un peu. La deuxième chose, c'est que la Covid a imposé un grand changement de leadership en France et dans le monde en général. Mais en France, dans les autres pays d'Europe, il y avait un peu cette notion que la vie privée et la vie professionnelle étaient deux mondes bien distincts et qu'on devait au maximum séparer ça. D'ailleurs, on a mis un certain nombre de lois qui interdisent aux leaders de poser certaines questions aujourd'hui, ce qui est normal. Alors, je ne suis pas du tout contre, hein, il y a des choses qu'on ne doit pas demander. Dans la religion, est-ce que vous êtes enceinte ou pas, tout ça, ça paraît normal qu'on ne puisse pas poser ce genre de questions. Mais néanmoins, on a bien vu avec la Covid, avec les gens qui travaillaient de chez eux, avec leur famille, avec parfois dans 2 mètres carrés, parfois avec des bébés autour et tout ça, que cette barrière entre professionnel et privé a été un peu plus porose et qu'il faut aujourd'hui re-questionner ce qu'est l'humain.
Un humain, ce n'est pas un système qui peut changer entre le moment où je passe la porte de mon bureau et le moment où je repasse la porte de mon bureau. C'est un humain émotif, avec un système émotif qui vit un certain nombre de choses profondes, complexes, et qui en fait sa richesse. Et cette richesse-là, moi, en tant que leader, si je ne m'en sers pas, je perds quelque chose de cette personne. Donc, quand je parlais de coopération, moi, je suis surpris des fois de constater combien de managers ne savent pas comment vont leurs équipes, ce qu'elles font en dehors du travail, quels instruments de musique elles jouent, quels loisirs elles ont, combien d'enfants elles ont, quel est le nom de leurs enfants et compagnie. Ce n'est pas juste factice pour dire « Ah, je connais le nom de tes enfants, donc on se connaît ». Mais c'est juste pour dire, à un moment donné, la personne qui va sauver le game de temps en temps, c'est peut-être parce qu'elle a vu une peinture au Met avec une personne et que ça lui donnera une ressource extraordinaire pour trouver une solution dans une condition nouvelle. Et si je sais que cette personne a vu une peinture au Met, peut-être qu'au moment où j'en ai besoin, je saurai l'activer. Ça, c'est le leadership pour moi. Je vais faire un choix. Je vais vous proposer un choix, en fait. Christian vous a parlé d'une vidéo. Je sais laquelle. Je sais qu'elle est bien. Et ce que je proposerais, je sais qu'elle dure 5 minutes, puisque je suis un petit peu le lapin blanc de la soirée avec l'horloge. Je proposerais bien que tu la mettes. Je ne suis pas sûr qu'on l'aille, en fait. Ah, c'est ça le problème, en fait, parce que moi, on me dit, non, mais s'il veut la mettre, on peut la mettre. Ouais, alors, ça dépend de la technique au bout. Est-ce que la technique, on a une vidéo? Sinon on la mettra en ligne. Non, mais sinon, on peut la mettre parce qu'en fait, ouais, on va la mettre dans l'Atrium. OK, on va la mettre dans l'Atrium. Du coup, est-ce que vous avez une dernière question? Ah, il y a 2 dernières questions. Allez. Tiens, je vous apporte mon micro, ça ira plus vite. D'abord, je voulais vous féliciter pour la présentation parce que c'est puissant, intelligent et humble à la fois. Et ça, c'est pas mal d'associer les trois. Mais sur les paramètres de l'expérience, une question plus technique. J'ai bien une idée sur pourquoi 40 jours. Mais par contre, je n'ai pas de réponse sur pourquoi 15 personnes. Comment vous les avez réunis? Sur quels critères de spécialité voilà. C'est une question technique. Merci. Alors, ce n'est pas si technique que ça. Alors, je vais répondre quand même sur les 40 jours, parce que même si vous avez une idée, peut-être que tout le monde n'en a pas une. Depuis quelques années, un certain nombre de scientifiques, éthologues et autres qui étudient notamment les gens dans l'espace, puis des gens dans des conditions nouvelles et tout ça, ont constaté qu'il fallait à peu près 35 jours à une personne pour passer d'un état à un autre. Donc, se transformer, se renouveler, en fait. Donc, c'est à peu près 35 jours. Encore une fois, hein, ce n'est pas forcément 35 jours, c'est 34, 35, 36. Enfin, c'est cette période-là. Et quand on commence à étudier les grands textes fondateurs de l'humanité, que ce soit le Coran, la Bible, le Bhagavad Gita, le Sasmoud, le Talmud et autres, eh ben on constate qu'il y a toujours la notion du 40 jours. 40 jours dans le désert, la traversée du désert, le déluge 40 jours, 40 jours pour Bouddha pour arriver à vaincre le mal, 40 jours pour les Zoroastriens pour lutter contre les drames climatiques déjà dont ils parlent dans leur livre. Donc, cette notion de 40 jours, elle a été observée visiblement par nos ancêtres déjà comme étant un temps de passage d'un état à un autre. Donc, on s'est dit quand même qu'au moment de monter des expériences comme Deep Time, c'était intéressant de retrouver, puisqu'on savait que c'était à peu près 35 jours, 36 jours, ces 40 jours-là, comme étant un temps d'expérience de transformation. Et effectivement, en tout cas, pour l'instant, depuis que je travaille sur ces périodes-là, il faut bien admettre qu'à chaque fois, au bout d'effectivement 35-36 jours, on est à peu près arrivé à un état stable qui nous permettrait de rester dans cet état pendant un temps assez important. Ça, c'est pour les 40 jours. Donc, ça veut aussi dire un truc intéressant, hein, c'est que des fois, il faut accepter le temps. On parle beaucoup on n'a plus le temps, mais des fois, voilà, la transformation, ce n'est pas instantané, ce n'est pas un truc, on ne passe pas d'un état à un autre comme ça, pouf, comme si de rien n'était. Il faut un temps de transformation, il faut l'accepter, il faut vivre avec, puis il faut aider les autres et les proches qu'on a de passer ces différentes étapes. Sur les 15, alors il n'y a pas c'est pas un chiffre qui a été déterminé très scientifiquement, c'est-à-dire qu'on est obligé de dépasser quand même, d'essayer d'avoir un peu plus que 10-12 personnes, parce que déjà 15 ou 20 personnes, on travaille souvent sur 20 personnes, ça reste des petits groupes référents, hein, on ne peut pas prétendre avoir compris l'humanité parce qu'on a observé 15 personnes, il ne faut pas exagérer, mais enfin bon, ça commence à devenir des cohortes qui permettent d'avoir en tout cas une base statistique certes faible, mais quand même référente, sachant que des expériences en in situ, c'est très compliqué. Il y a énormément d'expériences in situ qui se faisaient sur une seule personne. Vous avez certainement en mémoire Michel Siffre, Alain Montbard, les Kraft et compagnie, qui se mettaient en situation, et c'était très intéressant. Mais on avait moi je l'ai aussi fait d'ailleurs, hein, de me mettre en condition. Mais bon, un cerveau, un corps, c'est quand même pas référent
pour l'humanité. Donc voilà, on essaye d'aller un peu plus loin, mais comme ça coûte extrêmement cher, chaque personne qu'on met dans une grotte, ben, ça coûte un prix parce qu'il faut mettre toutes les études en place et tout, mais on ne peut pas non plus, j'adorerais faire ça avec 100 personnes. Mais il faut savoir un truc intéressant, et je vous remercie d'avoir posé cette question, mais vous ne saviez pas que j'allais répondre ça à la fin. Non, mais je dis, c'est quand même important. Aujourd'hui, quand on parle de changement, d'adaptation, de transformation, on parle toujours de structure. On parle toujours de il faut mettre une nouvelle loi, une nouvelle digue, un nouveau système pour pouvoir aider l'humain à mieux vivre demain. Quasiment personne, dans aucune COP, aucun travail avec l'UICN, l'UICN a fait cette démarche un tout petit peu avec le vivant. On ne se pose pas de questions sur ce que l'humain doit faire pour se transformer et quels sont ces mécanismes et comment on va les étudier. On n'étudie pas l'humain aujourd'hui dans sa capacité de transformation. Donc nous, on est limité aujourd'hui à faire ça sur 15-20 personnes parce qu'on n'a pas les moyens d'aller plus loin. C'est clair que si on avait un peu plus de moyens, qu'on se posait plus de questions aujourd'hui sur les mécanismes de transformation de l'humain, on aurait un peu plus de chances de pouvoir aller plus loin. Donc il faut le faire. Alors je suis en train de faire un appel à financement, mais c'est presque ça quand même, parce que réellement aujourd'hui, on a un problème. On est en train de parler de déplacer, par exemple, 200 millions de personnes sur des îles artificielles qui vont être construites parce qu'on sait que l'Asie du Sud sera plus viable dans un certain nombre d'années. Personne n'a pensé à poser la question à ces gens, mais OK, est-ce que vous êtes prêts à le faire? Et si oui, comment est-ce qu'on vous aide à vous préparer à ça? Ça, personne ne se pose cette question. On parle de faire changer les systèmes, de mettre des nouvelles méthodes de travail. On fait passer tout d'un coup en flex office, en machin et compagnie, sans prendre le temps de comprendre comment on va transformer les humains qui vont devoir vivre dans ces nouvelles conditions-là, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je crois qu'on doit vraiment repositionner un petit peu ce qu'on demande aux humains pour faire tous les changements qui sont nécessaires, nécessaires pour l'avenir, mais on doit quand même considérer ce qu'on est capable de mettre en œuvre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille sur des groupes encore petits, mais qu'on espère les augmenter petit à petit. Voilà. Alors, je viens d'avoir la technique qui m'a dit qu'on pouvait passer la vidéo. Il restait une question. Oui, j'y viens. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est soit je la passe ici après la question, soit je la passe dans l'atrium. Est-ce que vous avez mal aux fesses? Je la passe ici. Donc, on va prendre la dernière question et ensuite on va passer la vidéo. Si tu peux faire une réponse courte sur la dernière question. Oui. Non, ça ne marche pas. J'avais juste une question rapide. C'était par rapport, vous avez évoqué beaucoup de choses par rapport au manager, à toutes ces connaissances-là. Et c'est un profil que, en m'étant renseigné un tout petit peu sur vous, je n'avais pas du tout vu. Et je suis curieux justement de voir la vision par rapport à ça, des managers, des choses comme ça, et comment nous, en tant que jeunes, on pourrait modifier ça, parce que personnellement, et on fait partie de programmes ici à Innovate, qui nous entraînent à être dans des positions comme ça. Mais on arrive dans des situations où les entreprises ont des mentalités où on ne va pas forcément marcher de cette manière-là. Et comment on peut impacter ça? Question très simple. Réponse courte. Réponse courte. Oui, c'est vrai que malheureusement, les médias mettent surtout en avant ce qu'on fait en solitaire, mais bon, moi, je dirige un institut de recherche, donc je dirige un certain nombre de gens, puis j'ai beaucoup emmené de monde sur le terrain. J'ai eu des expéditions jusqu'à 100 personnes sur le terrain, donc il faut manager 100 personnes, donc j'ai cette expérience, puis surtout on observe beaucoup de leaders, c'est pour ça qu'on en parle un peu. Alors maintenant, je pense quand même qu'il y a énormément de sociétés qui changent. Il faut non pas être manichéen non plus, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines sociétés qui sont encore très linéaires, triangulaires et tout ce qui va avec. Il y a quand même beaucoup de sociétés qui changent. On le voit d'ailleurs avec les classements de là où les jeunes veulent aller travailler. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais clairement, aujourd'hui, on peut faire un vrai bilan d'une société entre sa condition environnementale, sa condition de faire attention à l'humain, au vivant, sa manière managériale. Donc, on peut quand même essayer de choisir un peu où on va. Partout, on parle de problèmes de recrutement, c'est qu'il y a quand même de la place aujourd'hui pour essayer de pousser un peu les murs. On peut le faire. Et puis, à un moment donné, vous avez une force en tant que collectivité, en tant que collectif jeune. Mais moi, je n'ai pas envie d'opposer les jeunes aux moins jeunes. Je crois qu'on a tous besoin de considérer qu'on doit être là le plus longtemps possible sur cette planète, que j'ai 50 ans, 30 ans, 80 ans. Le but, c'est d'y rester le plus longtemps possible. Donc, on doit tous construire la même chose. Donc, n'opposons pas ça. Mais en tout cas, en tant que jeunes, vous avez ce pouvoir de vous mettre ensemble, de faire bouger les lignes. Ça se fait beaucoup. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Vous êtes là dans ce programme, ce n'est pas pour rien. Donc, vous avez quand même déjà cette démarche. Parlez autour de vous, parlez de vos expériences,
parler à ceux qui sont déjà en place dans les sociétés, et puis petit à petit, essayer d'influencer. Vous en avez la capacité. Parce que on a une immense capacité de changement en nous, toutes et tous. Toutes et tous. On a toutes et tous un super cerveau. On a toutes et tous la capacité de le faire évoluer. Jusqu'à 90 ans, on peut faire évoluer son cerveau, on peut faire évoluer ses compétences. Faisons-le, prenons-le en main et aidons les autres à le faire aussi, parce que c'est extraordinaire de voir un groupe humain quand il commence à fonctionner ensemble, à coopérer, à écouter les uns les autres, la compétence hallucinante qu'on a de faire bouger les choses. Merci. C'est pas court, je sais. Alors, pour la conclusion, je vais passer la vidéo. Avant, comme ça, je ne prendrai pas la parole à la fin. Avant de faire passer la vidéo, par la suite, la porte ici va s'ouvrir et vous allez découvrir l'Atrium. Et ce soir, c'est la première fois que le bar de mots va ouvrir. Donc, vous aurez la possibilité d'y aller et puis d'échanger avec vous, enfin, en tout cas, d'embarquer avec vous votre voisin ou votre voisine que vous connaissez désormais, je crois. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on passe la vidéo et ce sera la conclusion de ce Mo Talk. Merci, Christian. Merci. En attendant la vidéo, merci d'avoir été là. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer aussi sur LinkedIn, sur Facebook, sur les réseaux. Je ne suis pas forcément grand fan, mais ça marche bien, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, on entend heureusement beaucoup les alertes sur l'état de notre environnement. La Terre est au début de la 6e extinction de masse, la première depuis l'arrivée des hommes sur la planète. 8000 km² de forêt tropicale disparaissent chaque année. 11 milliards de tonnes de glace sont fondues, tenez-vous bien, en un seul jour au Groenland. La seconde canicule en moins d'un mois, et celle-ci s'annonce encore plus chaude que la précédente. Aujourd'hui, 22 août, c'est le jour du dépassement de la Terre. Ça veut dire que nous avons déjà consommé tout ce que la planète peut produire, peut nous donner en un an. Longue de plusieurs kilomètres, exclusivement composée de déchets. En 2050, il y aura plus de déchets que de poissons en volume dans nos océans. Un quart de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'eau potable. Nature doesn't bargain, and you cannot make deals with physics. Il y a 50 ans, on entendait déjà ça. L'homme du XXe siècle considère la planète Terre comme sa propriété exclusive. Les animaux aussi sont sa propriété. Il peut les abattre comme il le désire. Il ne s'en prive pas d'ailleurs. Un autre facteur, dû aux activités humaines, joue également dans le sens d'une élévation moyenne de la température du globe. Il y aurait fusion d'une partie de la calotte glaciaire, une augmentation du niveau des océans. Une économie basée sur la consommation, la production à outrance, permettant une consommation à outrance et permettant donc une croissance du niveau de vie. On a confondu la croissance en quantité avec la croissance en qualité. La pollution due au plastique gagne toute la France. Comme les rivages, la campagne est dégradée. La question est donc de savoir s'il faut dès à présent condamner ou non l'emballage plastique. Nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Ah merde, c'est pour ça que vous devriez défiler dans les rues, et pas pour autre chose. Et puis ouvrir les yeux au gouvernement. C'est pour ça qu'il faut défiler. Pour ça, là, on peut se battre dans la rue. C'est la seule chose qui vaille la peine. C'est la nature. Quand on arrivera à l'an 2000, il n'y aura presque plus de nature du tout à la fin. Les mêmes constats, les mêmes mots. Tout était connu. Les changements n'ont peut-être pas été si vite que prédit, mais ils étaient déjà en cours et se sont maintenant largement accélérés. Il faut être objectif. Très peu a été fait. On continue de lancer les mêmes alertes et c'est toujours aussi difficile de changer. Pourtant, tout a été essayé. Faire peur, faire rêver, inventer de nouvelles technologies, interdire, démontrer. Mais ça ne suffit donc pas. On a plus de moyens, de connaissances, de technologies, et aussi efficace que ça puisse être, ça sert très peu si les humains ne sont pas prêts à changer. Comme le montre ce peu d'évolution en 50 ans, c'est la vraie difficulté. Les comportements, quel que soit notre niveau d'activité ou de responsabilité. On n'a pas encore trouvé les bons moyens pour faire évoluer nos comportements. Et on pourra continuer d'inventer ou d'invectiver tout ce qu'on veut. Si les paradigmes mentaux ne changent pas, on en donnera encore les mêmes problèmes demain. Donc deux choses doivent concentrer tous nos efforts en priorité.
Premièrement, travailler pour comprendre nos fonctionnements cognitifs, nos capacités d'adaptation qui permettent pas seulement de réagir une fois les événements passés, mais de projeter un imaginaire sur lequel on peut construire des solutions pour réduire nos impacts. C'est un défi énorme. Certains pensent même que nos cerveaux ne sont pas faits pour ça. Mais en réalité, c'est juste qu'on n'a jamais vraiment mis des moyens pour étudier nos fonctions cognitives sur des humains en situation réelle. Il faut donc le faire aujourd'hui. Sortir des simulations, des tests sur animaux et apprendre comment on peut faire évoluer ces capacités et volontés d'adaptation de manière concrète. Et second point, développer vraiment l'éducation dans le monde entier, mais en transformant en profondeur ces systèmes éducatifs qui peinent encore à enseigner les préparations au futur. On enseigne encore trop de connaissances définitives qui rendent difficiles les capacités de versatilité, de réactivité, d'acceptation du changement si importantes dans un monde en profonde évolution. Il faut miser sur les sensations, les émotions qui président nos décisions, l'engagement par l'application dans des projets, les immersions de la nature, quitte à amener la nature à l'école, et en travaillant sur l'espoir, parce que rien ne se construit au pessimisme. Pourtant, au moment d'allouer les budgets de la reconstruction, ces études, ces besoins éducatifs sont systématiquement oubliés, comme actuellement avec le plan de relance. On pense toujours que les technologies vont résoudre des choses. Alors il en faut, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Car si nous, on n'évolue pas, on l'a vu, cela ne changera pas. Et c'est pour ça qu'on se démène pour mener ces travaux avec l'Institut d'adaptation humaine. Parce que l'avenir, il nous appartient, à toutes et tous. Il est ce que nous en ferons. Alors construisons-le ensemble. De la touche, quand même, c'est dingue, hein, quand on voit en 1974, on dit qu'il va falloir interdire les plastiques, et aujourd'hui, on n'est toujours pas foutu d'enlever des pailles dans nos verres, quoi. Ça a été interdit, mais il y en a toujours. C'est intéressant quand même. Voilà. Un dernier mot, peut-être, vraiment 30 secondes sur ton actualité. Est-ce qu'il y a deux ou trois choses qui vont arriver dans les prochains mois? À part la sortie du livre? Non. À part la sortie du livre. Non, on constate aujourd'hui qu'on parle beaucoup de changement climatique, de réchauffement, de changement de température. On ne sait pas vraiment quel impact ça va avoir sur nous non plus, hein. C'est sûr qu'il faut faire attention à sauver la planète, mais on doit aussi se questionner sur ce que ça veut dire pour l'humain. Donc, on va mener une grosse expédition à partir de l'année prochaine qui va aller questionner l'influence climatique sur l'humain. Donc, on va prendre 20 personnes de milieux tempérés, 10 femmes et 10 hommes, qu'on va emmener dans 4 milieux climatiques bien spécifiques, poussés à l'extrême. Nous, on travaille sur l'accélération, hein, donc forcément, on pousse à l'extrême des situations pour voir ce qui se passe en peu de temps, ce qui se passerait peut-être en plus de temps dans la vie réelle. Et on va aller mener cette expédition pour pouvoir voir quels sont les impacts du très chaud, du très froid, du très humide et tout ça, et essayer de comprendre s'il y a des moyens de s'adapter un peu à ça. Et un exemple tout bête, hein, on sait qu'en France, en 2045-2050, on arrivera à des pics de 45, 48, peut-être même 50 degrés à certaines périodes de la journée dans le sud de la France. On commence à parler de migration intra-française, hein, de personnes qui vont peut-être devoir quitter le sud de la France pour venir habiter au nord. À Caen. Tiens, d'ailleurs, voilà, imaginez tout Marseille qui vient habiter à Caen, par exemple. Ouais, voilà. Donc, et puis surtout, on commence à parler beaucoup de climatiseurs. Vous savez que si l'ensemble de Marseille, par exemple, si toutes les maisons de Marseille étaient climatisées et tournaient pendant 2 mois, ça augmenterait la température de Marseille de 3 à 4 degrés, par exemple. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, finalement. On met des climatisations parce qu'on a chaud, mais ça augmente la chaleur et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour nous adapter à ces nouvelles conditions de température et de climat sans devoir augmenter notre impact énergétique. Et pour ça, il faut qu'on mène des études dessus. On va partir là-dessus l'année prochaine. Ça s'appelle Deep Climate Expedition et ça va aller dans 4 milieux climatiques différents pour étudier cette notion-là. Et si vous voulez la suivre, ce sera avec un immense plaisir. Merci. Christian Clot. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Et moi, j'ajouterai un dernier petit mot. Le dernier, c'est promis. Donc aujourd'hui, c'était notre premier grand événement au MOO. Et on va en avoir d'autres sur plein de thématiques passionnantes, sur la biodiversité et le vivant, donc super important, sur le plastique, sur les jeunes, sur le sport. Donc on vous, si vous le souhaitez, à suivre toute cette actualité. On a un petit QR code à côté du bar que vous pourrez vous inscrire pour venir au prochain, j'espère. Merci Eva. Merci à tous. La porte va s'ouvrir et on peut se rejoindre là-bas. Merci.